Est-ce qu'une histoire sans dialogue y gagne forcément en immersion? Forcément, je sais pas. Mais il y a des histoires qui refusent de prononcer un seul mot et qui pourtant résonnent plus fort. Si vous avez joué à Inside, vous voyez ce que je veux dire. Et si vous connaissez pas Inside, je vais vous expliquer. Que vous racontiez des histoires avec ou sans dialogue, analyser les techniques de storytelling d'une œuvre muette peut vous aider pour vos propres récits. Bien entendu, Inside n'est pas la seule histoire qui renonce au langage. On pourrait aborder ce sujet en analysant n'importe quelle œuvre visuelle qui ne contient aucun mot. On pourrait parler de comment une photographie ou une peinture raconte une histoire, ou comment les mimes s'y prennent. Et ce serait aussi très intéressant, peut-être une prochaine fois, de se pencher sur les films muets, bien que le cinéma muet soit un très vaste sujet. Mais globalement, la plupart des techniques utilisées par Inside pour raconter une histoire muette sont communes avec le cinéma. À la différence bien sûr du gameplay qui accentue l'immersion, qui propose des interactions et des patterns interrupt qui vont pousser le storytelling un cran plus loin. Mais je me laisse emporter, revenons à notre intro. Quels éléments utilise Inside pour nous happer, nous entraîner dans les profondeurs lugubres d'une machination tordue? Quels détails permettent au jeu de nous faire comprendre la complexité de l'univers qu'on arpente, tout en gardant la part de mystère qui nous fascine encore longtemps après avoir fini la partie? Pourquoi est-ce que tout semble lié, bien qu'on ne puisse finalement pas le prouver? Est-ce que le jeu est en promo en ce moment? Pour répondre à cette dernière question, déjà ça dépend de quand vous regardez cette vidéo, et surtout, moi perso, je rate plus aucune promo intéressante sur les jeux vidéo, il suffit que j'ouvre mon navigateur pour voir les meilleures offres du moment. Et oui, c'est avec Opera GX qu'on a décidé de vous proposer cette série de vidéos sur l'écriture dans le jeu vidéo. Opera GX, c'est le navigateur gaming ultra personnalisable que j'utilise depuis un peu plus d'1 an maintenant, et je m'y sens vraiment chez moi. En même temps, tout est personnalisable dans ce navigateur. En fait, on peut installer des mods, donc il y a une bibliothèque de mods hyper fournie, avec tout plein de thèmes différents, et ces mods proposent plein d'améliorations. Ça va du fond d'écran animé au curseur personnalisé en passant par la musique de fond, les bruitages de clavier, ou les bruitages d'onglets, les shaders des pages web, et même l'animation du splash screen d'ouverture du navigateur. On peut tout contrôler depuis le menu de mode pour mélanger différents modes entre eux, comme ça on peut changer de mode aussi facilement que de mood. And you're in a pink and glittery mood. I am now. Mais peut-être que ce qui va le plus vous intéresser, c'est le VPN intégré. Oui, Opera GX a un VPN intégré gratuit qui vous permet de vous localiser en Asie, en Europe ou en Amérique selon le contenu auquel vous voulez accéder sur le navigateur. Et vous pouvez aussi accéder à 1 mois gratuit de VPN Pro avec le code Eggplant. Le code sera valide jusqu'à fin 2025. Le VPN Pro, ça permet d'appliquer le VPN à la totalité des applications de votre appareil et d'accéder à plus de 3000 serveurs privés dans plus de 30 pays différents pour cacher votre IP et changer de localisation virtuelle. Avec un seul abonnement à VPN Pro, on peut l'utiliser sur 6 appareils différents. Pour revenir à Opera GX, il a aussi un bloqueur de pub intégré qui fait hyper bien le taf, c'est un régal de pas être spammé de pop-up dès qu'on arrive sur un nouveau site. Et la barre latérale vous donne accès à plein d'autres outils, extensions et intégrations comme vos différentes messageries ou votre compte Twitch pour savoir rapidement si un de vos streamers préférés est en direct. Installez Opera GX gratuitement dès aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description et importez tous vos favoris et paramètres de votre ancien navigateur en 3 clics avec l'outil d'importation rapide pour commencer dès les premières secondes à naviguer à votre façon. Merci Opera GX et bonne navigation. Inside, c'est l'histoire d'un garçon en rouge dans un monde tout gris. Il semble échapper à une sorte de rafle. Des gens en noir et au masque blanc enlèvent des personnes inertes. On échappe aux hommes masqués et à leurs chiens en sortant de cette première forêt avant d'arriver à une ferme abandonnée. Des cochons morts dehors, du bétail entassé, immobile à l'intérieur. Un cochon qu'on croyait mort nous attaque, comme parasité par un ver que l'on extirpe pour rendre le cochon docile à nouveau. On réalise alors que les gens inertes sont contrôlables à l'aide d'un casque relié à un câble. En arrivant dans la ville, on voit des multitudes de ces humains inconsciemment déportés. On déjoue les premiers systèmes de sécurité robotique avant de tomber malencontreusement dans une sorte de test qualité de ces humains sans conscience que l'on nommera les somnambules à cause de leur ronflement. Après avoir été repéré par les chiens de garde, on s'échappe, on résout quelques puzzles et on arrive à subtiliser un submersible pour explorer un étrange centre de recherche inondé. Là-bas, on y découvre le résultat d'une expérience, une sirène aux cheveux longs qui rendra la plongée bien plus stressante, prête à briser la vitre du submersible pour nous noyer. Après avoir traversé une zone où des sortes d'impulsions soniques détruisent tout sur leur passage, on retrouve la sirène qui semble ne se réveiller que lorsque l'on pénètre dans l'eau, et malgré nos efforts pour l'éviter, on finit par retomber dans son élément où elle nous traîne vers le fond.
Durant la descente, après avoir été noyée, la sirène semble nous accrocher un câble lumineux sur le corps de la même couleur que les casques de contrôle mental. Ce après quoi, on se réveille au fond de l'eau, désormais suivi par un banc de poissons. On peut à présent survivre sans respirer sous l'eau, et on découvrira plus tard qu'on n'a plus besoin de casque de contrôle pour diriger les somnambules. Après avoir traversé d'étranges bureaux inondés, on découvre toujours plus d'expériences mystérieuses. Des somnambules difformes, qu'on appelle les albinos, sont suspendus vers le haut. La gravité de l'eau est inversée. On traverse des salles d'observation, on aperçoit des cages de somnambules livrées par Transpalette, et à travers une baie vitrée, l'entrée d'un dernier complexe par laquelle se précipite un des employés. Aidé par les albinos, on accède enfin à ce complexe pour le découvrir déserté précipitamment. Une cigarette encore fumante dans le cendrier, un téléphone lâché qui rebondit encore au bout du fil. On est même dépassé par un employé qui court sans regarder où il va, et on le suit jusqu'à cette zone d'observation où s'agglutinent tous les hommes en blanc sans prêter attention à l'intrus que nous sommes. On ne peut pas encore voir ce qu'il regarde, mais si vous savez, vous savez. Si vous n'avez pas encore joué à Inside et que tout ça vous intrigue, je vous laisse une dernière chance de partir maintenant avant que je raconte les dernières 15 minutes, les plus horrifiantes, les plus mystérieuses et les plus satisfaisantes du jeu. Si vous êtes encore là, c'est que soit vous savez, soit vous voulez savoir. Après avoir accédé à l'intérieur de la cuve observée par les hommes en blanc, on découvre un blob, un amas de corps connectés à des casques de contrôle mental. En essayant de le délivrer, on se retrouve aspiré à l'intérieur et on prend alors son contrôle. S'ensuit un déluge de violence, de panique et de douleur. On essaye comme on peut de s'enfuir, de quitter cet affreux endroit, non sans détruire ce qui se met en travers de notre chemin. On finit même par assassiner ce qui semble être la tête pensante de cette organisation. Certains scientifiques nous guident dans notre parcours, nous ouvrent même des portes tout en restant à distance de la calamité que nous représentons. Tout ça pour finalement nous leurrer dans une nouvelle cuve. Un nouveau piège. Mais le blob ne se laisse pas faire, détruit la paroi de la cuve et enfonce le mur d'enceinte avant de dévaler une falaise peuplée de sapins jusqu'à atterrir sur un petit coin d'herbe au bord de l'eau, éclairé par un rayon de soleil. Enfin paisible, enfin libre, la masse vivante peut se reposer. What the Ok, forcément cette histoire se prête à interprétation, c'est normal vu toutes les questions qu'elle soulève. Qui est ce garçon? Est-ce qu'il cherchait à libérer le blob? Ou est-ce que c'est arrivé par accident? Qui sont ces gens en noir au masque blanc? Que cherche à créer cette institution morbide aux expériences catastrophiques? Est-ce que le garçon essaye de s'échapper de cette société corrompue ou bien de s'y infiltrer pour des raisons particulières? D'où lui vient son courage? Est-ce qu'il est consciemment recherché par les hommes masqués ou est-ce que c'est juste un intrus parmi d'autres à leurs yeux? Et pourquoi les scientifiques ne semblent même pas être inquiétés de sa présence? Comment fonctionne ce ver parasite qui semble rendre agressifs les cochons alors qu'il est plus tard associé aux albinos de nature docile? Comment sont créés les albinos? Est-ce que ce sont des civils qu'on transforme volontairement dans des cuves, ou involontairement contaminés par le parasite qui se serait propagé, ou carrément des êtres synthétiques? Vers où sont-ils envoyés par centaines dans les trains? Est-ce qu'il y a une économie autour de cette force de travail docile? Est-ce que les vagues d'impulsions destructrices sont une mesure de sécurité pour protéger les laboratoires les plus récents de l'institution, ou est-ce que c'est une expérience qui a mal tourné? La sirène, est-ce que c'est une évolution des somnambules? À quoi est-ce qu'elle devait servir aux yeux des scientifiques? Est-ce qu'elle cherche réellement à tuer le garçon ou à convertir d'autres humains pour qu'ils deviennent comme elle? Pourquoi les scientifiques aident le blob à s'échapper pour finalement le piéger à nouveau? Est-ce qu'ils avaient prévu cette évasion? Et si oui, pourquoi est-ce qu'ils ont rien fait pour éviter que le blob assassine le patron? Et pourquoi le titre Inside? Inside quoi? Inside le blob? Inside la société? Et si on creuse un peu plus loin, à quoi servent ces petites machines cachées que l'on débranche tout au long du parcours? Elles servent à débloquer une fin alternative, bien sûr, mais cette dernière ne pose que plus de questions qu'elle en résout. Dans le champ de maïs, avant d'arriver à la ferme, il y a une trappe cachée qui peut être soulevée et qui donne sur un laboratoire de développement photographique. Qui a pris tous ces clichés et dans quel but?
Si on finit une première fois le jeu en débranchant les 14 orbes, on peut revenir dans cette planque et déverrouiller le bunker. Dans le bunker, on retrouve un casque de contrôle mental connecté à des ordinateurs et on peut aller débrancher un autre câble tout à droite, ce qui provoque l'immobilisation du garçon, devenant à son tour semblable au somnambule. What the farandling fuck? Ça veut dire quoi, que le garçon était contrôlé depuis le début? Par qui? Par l'organisation scientifique? Par le blob pour être libéré? Par le joueur pour casser le 4e mur? Par un personnage mystère qui serait l'auteur des clichés photographiques, qui enquêterait sur les expériences menées dans les laboratoires de l'institution? Après, même si beaucoup ont théorisé sur les significations possibles de cette histoire, on n'a pas vraiment besoin de déterminer des réponses claires pour déceler les thèmes que le jeu aborde. On sent bien que le jeu nous montre une société qui exerce une forme d'oppression. Même si les somnambules étaient devenus inconscients à cause d'une invasion accidentelle de vers parasites et qu'il n'y avait aucun moyen de les ramener à la normale, les infrastructures se sont quand même formées autour de l'exploitation de cette nouvelle main-d'œuvre docile. Et donc même si les somnambules n'étaient pas cultivés directement par l'institution, leur traitement est loin d'être éthique. Et puis si on relie les cuves de la forêt du début avec celles que l'on trouve dans une forêt artificielle dans les laboratoires abandonnés, on réalise que l'une de ces cuves contient des somnambules. Donc ces derniers sont très probablement cultivés directement par l'institution. Alors si les somnambules étaient 100% synthétiques, leur absence de volonté apparente nous pousserait à nous questionner sur la légitimité de l'institution pour exploiter ces sortes de machines biologiques. Mais s'ils sont créés à partir d'êtres humains conscients, ça rend l'oppression beaucoup plus violente. L'oppression c'est quoi? Dans notre cas, on parle d'une population soumise à l'autorité d'un pouvoir de domination. L'oppression, on peut l'opposer à la liberté. Dans les deux cas d'ailleurs, il y a une idée sous-jacente à ces deux concepts, c'est la volonté. Quand on est libre, on peut exercer sa volonté, et quand on opprime, on impose notre volonté sur les autres. Le garçon d'Inside, il est un peu plus libre que les somnambules, parce qu'il peut encore agir selon sa volonté, mais il n'est pas totalement libre, parce qu'il doit s'adapter aux contraintes mortelles de son environnement, et des hommes masqués qui essaient de le tuer dès qu'ils l'aperçoivent. Mais vous me direz, la liberté totale, philosophiquement, est-ce que ça existe? C'est un idéal. Qu'en est-il de l'oppression totale? Quand on possède votre corps, qu'on vous défait totalement de votre volonté, est-ce qu'on peut vous opprimer plus que ça? J'imagine que quelqu'un trouvera forcément une idée pour faire pire. Et quand on réalise que le garçon peut être désactivé, est-ce qu'on n'implique pas que sa volonté ne lui était pas propre, que vous appliquiez votre volonté sur ses agissements? Est-ce que c'est pas vous, l'oppresseur? Libre ou pas, le protagoniste se voit contraint d'imposer sa volonté sur les somnambules et les albinos pour continuer d'avancer. Mais quand il essaye de libérer le blob et qu'il intègre ce dernier, qui exerce sa volonté sur qui? Si on considère que le blob est constitué d'albinos, sachant que le garçon contrôle les albinos, et qu'on ne contrôlait pas le blob avant que le garçon y soit intégré, on peut en déduire que c'est le garçon qui contrôle le blob. Enfin, sa volonté devient celle du blob, mais cette fois-ci, il en reste prisonnier. Les gémissements de douleur du blob ne ressemblent pas à une victoire triomphante pour la liberté. Le garçon, qui s'est vu contraint d'opprimer quelques individus sur son chemin, devient à son tour une partie des opprimés. Il n'est plus un individu à part entière, il fait partie d'un tout, avec les nouvelles contraintes que ça implique. Et quand on y pense, ce n'est pas la seule fois où le garçon devient semblable à une des victimes des expériences de l'institution. Pourtant, tout le long du parcours, il essaye le plus possible de garder sa volonté propre, de ne pas passer dans le camp de l'opprimé. Parfois, il devient même l'oppresseur quelques instants par nécessité. Cette séquence finale avec le blob est le clash ultime entre l'expression de la volonté de liberté et la tragique réalisation d'une violente oppression dont on ne pourra plus s'échapper. Le jeu nous partage entre la jouissance de s'évader d'une prison, nous donnant même l'opportunité de tuer celui qui semble être responsable de toutes ces atrocités, et la douleur d'être dépossédé pour de bon de notre identité, de notre liberté individuelle. Il y a un autre petit thème qui me semble émerger du jeu, mais il est moins original et moins unique dans son traitement, c'est le parallèle entre les expérimentations de l'institution et celles du joueur. Le jeu prend la forme d'un puzzle et un échec provoque la mort du protagoniste, or on explore une société ravagée par les expériences sordides d'une institution. Et on peut voir un parallèle, peut-être un peu superficiel, se tisser entre les expérimentations ratées de l'institution, qui coûtent de nombreuses vies, et les expérimentations du joueur, qui ôte lui aussi la vie du protagoniste chaque fois qu'il échoue. Mais si ces thèmes nous donnent l'impression de lier entre eux différents aspects du récit, ils ne sont pas les seuls garants de ce ressenti. Le récit lui-même s'amuse à lier les éléments par des ficelles invisibles, à commencer par nous donner des comparaisons visuelles par exemple. Est-ce que vous trouvez ça anodin, vous, de retrouver au milieu des laboratoires une forêt artificielle qui ressemble trait pour trait à la forêt qu'on traverse au tout début du jeu? Ça vous fait pas lever un sourcil quand vous tombez avec le blob dans un diorama identique au rayon de soleil près à la toute dernière scène du jeu? On retrouve des cuves du début à la fin.
La présence du ver parasite chez les cochons, comme chez les albinos, associe la notion d'élevage de bétail avec les humains inconscients déportés dans des camions et des trains à bestiaux. D'ailleurs, avant d'utiliser des somnambules pour résoudre les puzzles, on utilise d'abord des poussins, des cadavres de porc et un cochon bien vivant pour pouvoir avancer. Les êtres vivants sont utilisés comme des blocs de puzzle. La masse claustrophobique du bétail entassé dans la ferme a quelque chose d'étrangement similaire à l'agglutination des corps qui forment le blob. Le jeu nous apprend à interagir avec notre environnement en attrapant des choses et en tirant ou en poussant dessus avec le stick de déplacement. Et quand on commence à contrôler un groupe de somnambules et qu'on a besoin d'atteindre un point en hauteur, il suffit d'utiliser ce même stick de déplacement pour être naturellement soulevé par le groupe de somnambules, comme s'il ne faisait qu'un avec notre propre volonté. Cette sensation, elle évolue pour passer d'une simple interaction avec des objets inertes jusqu'à devenir cet effet extrêmement étrange quand on dirige le blob et qu'on le force à passer dans un endroit restreint ou à essayer de porter un objet au-dessus de lui. Les chiffres que l'on croise sur notre chemin semblent numéroter différents stades d'expérimentation de l'institution. On croise le numéro 2 en submersible avant de rencontrer la sirène. On croise le 3 après avoir été rattrapé par la sirène. Le numéro 4 arrive un peu avant de rencontrer le blob et on peut voir au loin les numéros 5, 6 et 7 pendant l'évasion. Mais le 1 n'apparaît jamais, laissant aux joueurs la liberté de déduire quelle était la première expérience de l'institution. Toutes ces associations de symboles poussent le joueur à former des hypothèses. Les éléments de l'histoire sont tous assez proches entre eux pour induire un lien, qu'il soit hiérarchique, chronologique ou de cause à effet. Les chiens et les robots remplissent la même fonction de sécurité, mais qu'en est-il de cette zone à impulsion mortelle? Est-ce que ces vagues d'impulsion ont quelque chose en lien avec les expériences gravitationnelles qui gardent l'eau au plafond un peu plus tard? La forêt artificielle est identique à la forêt du début, mais celle du laboratoire était-elle un test préalable ou une reproduction? Les albinos et les somnambules se ressemblent, mais est-ce que les albinos sont l'évolution du somnambule ou une autre branche totalement? Si les albinos immergés sont bouffés par les vers parasites, est-ce que les albinos vivants sont rendus dociles grâce aux vers? Et si oui, pourquoi le ver rend-il les cochons agressifs envers les humains alors qu'il rend les humains dociles? Est-ce que le but ultime du ver est de parasiter les corps humains, le cochon n'étant qu'une étape transitoire pour attaquer sa véritable cible? Le joueur est encouragé à se poser ces questions, pas par simple curiosité, mais parce qu'il est activement en train d'avancer et que certaines barrières ne peuvent être abaissées que par déduction logique. Les symboles, les liens de cause à effet sont les ressources du joueur pour progresser, pour en découvrir plus, pour avoir l'impression de gagner dans le jeu et d'être récompensé par encore plus d'informations, encore plus de décors et encore plus de mystères. Les symboles, il y a ceux qui sont présents dans l'imaginaire collectif et que le jeu réemprunte, comme les boutons rouges, le submersible, les cuves, les chiens de garde, les scientifiques, etc. Et il y a ceux que le jeu crée pour son propre univers. Les somnambules, les sirènes, les casques de contrôle mental, le blob, les orbes. Et quand on s'efforce de n'utiliser aucun mot, aucun dialogue, aucune explication, il faut bien faire attention à introduire chaque symbole de façon claire. À quoi le nouvel élément ressemble? Comment est-ce qu'il agit par défaut? Comment est-ce qu'il réagit aux différentes actions du joueur? Quelles sont ses limites et dans quel environnement est-ce qu'on le retrouve? Comment est-ce que ça va influencer notre compréhension de son histoire? Dans un très bon TED Talk, Andrew Stanton parle de la théorie du 2+2 qu'il aurait développée en travaillant à Pixar. Il dit « Ne donnez pas un 4 à l'audience, donnez-leur 2+2 ». C'est l'absence d'information qui rend l'audience active, et ce principe fonctionne aussi bien au cinéma que dans les jeux vidéo. Il y a un équilibre à trouver entre les informations que le joueur peut comprendre en un coup d'œil, celles qu'il doit déduire en prenant action, celles qui lui permettent d'approfondir sa compréhension de l'univers, et celles qui soulèveront une question sans réponse, un mystère qui restera en suspens. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer de l'attachement envers un protagoniste dont on ne sait rien? C'est sûr, c'est pas comme si on pouvait dire « Le garçon d'Inside, c'est mon personnage préféré ». On le connaît pas, on l'entend pas parler, il reste un mystère quant à sa nature et à son passé, mais même ça, déjà, ça déclenche de la curiosité. On commence à projeter des choses sur lui en le voyant agir. Dès qu'on l'aperçoit se baisser pour rester caché dans la forêt quand les masques blancs rôdent, on commence à craindre pour lui. Et d'accord, j'entends, disons que l'empathie est forcée par le gameplay. Forcément, on a peur de mourir pour lui si sa mort nous pousse à revenir en arrière et si elle signifie qu'on n'est pas assez bon pour avancer. Mais par-dessus cette incarnation, on éprouve aussi de la compassion. Pas juste quand il se fait rattraper et tuer par les hommes masqués, pas juste quand il se fait transpercer et suspendre par un ressort quand les robots le repèrent, on ressent de la compassion face à sa solitude dans un monde aussi cruel. Il semble être le dernier humain doté d'une volonté de s'en sortir et il est témoin d'une déportation gigantesque, de l'asservissement de l'humanité et d'expériences cauchemardesques. Et enfin, il y a de l'admiration. Ce gamin échappe de peu à la mort à maintes reprises et bien qu'apeuré, il avance avec courage pour ne pas se laisser mourir. Il grimpe, saute, pousse, tire, plonge et esquive de toutes ses forces. Il fait preuve d'intelligence pour résoudre les puzzles et ne laisse pas un seul mur l'empêcher de continuer.
Tout ça, il le fait grâce aux joueurs, certes, mais on projette nos actions sur le personnage, et quand on est fier de réussir, on devient fier de lui. Il a beau manipuler des somnambules contre leur gré, on ne le lui reproche pas parce qu'on sait le danger qu'il encourt s'il ne fait rien, s'il se laisse attraper. Et on préfère retenir la partie dans laquelle il libère le blob de ses chaînes plutôt que les quelques actes immoraux qu'il semble forcé de commettre. Ces sentiments, ils sont utilisés pour nous mettre un petit coup de poing par moment quand la solitude est amplifiée par un dézoom, ou que malgré l'apparente résolution d'un puzzle, il faut encore traîner un cadavre pour débloquer la suite, ou encore quand on pense avoir écarté le danger avant d'être puni par un coup du sort, qui nous rappelle que nous ne pouvons pas tout contrôler. Maintenant, comparons cette situation, le fait d'en savoir trop peu sur notre protagoniste au point d'en être frustré, à l'alternative opposée. Imaginons une séquence de flashback ou une introduction qui nous montrerait un élément de backstory suffisant pour comprendre les intentions du garçon. D'après vous, est-ce que cela améliorerait l'histoire? Personnellement, je préfère le mystère. Vivre cette aventure sous les traits de ce petit bonhomme solitaire devient une expérience à part entière. Sans information abstraite, je me concentre sur ce qui est plutôt que ce qui devrait être. Si je connaissais plus d'informations sur le point de vue du garçon, je regarderais ce qui est avec le filtre subjectif de son expérience passée. Là, je ne me fie que à ce que je ressens naturellement en tirant mes propres conclusions. Et les sensations en sont décuplées. J'imagine l'odeur nauséabonde des cadavres de porc, le picotement glacial de l'eau dans laquelle le garçon doit plonger, l'urgence d'utiliser toutes mes forces pour arracher les planches à temps avant d'être rattrapé par des chiens aux allures et aux intentions démoniaques. Pas un seul mot, pas une seule coupe, pas un seul gros plan. Et pourtant, l'impact est présent. On en comprend assez pour trouver l'univers fascinant et on n'a pas besoin d'explications. Le jeu Inside reste muet pour qu'on se concentre sur les sensations, sur le mystère, et qu'on essaye d'associer tous les éléments et de rationaliser les liens et les narratifs cachés. Mais ce qui reste, c'est l'expérience, c'est le ressenti, l'essence de l'histoire qui laisse une marque plus profonde dans notre esprit.